Bonjour, je m'appelle Adrien Joly, je suis développeur et là je suis à BDX.io où j'ai présenté un talk sur comment faire de la musique de vieilles consoles de jeux vidéo en JavaScript dans le navigateur. Alors le sujet que je viens de présenter, ça s'adresse aux gens qui ont déjà utilisé une Game Boy ou une Nintendo Entertainment System, qui sont des vieilles consoles des années 80 et 90, et qui avaient une particularité sonore, c'est que la musique paraissait très minimaliste, très électronique en fait. C'est une esthétique qui revient à la mode aujourd'hui. Je voulais étudier comment la musique était faite à l'époque, la disséquer pour expliquer pourquoi elle sonne comme ça, de quoi elle est constituée. Donc quel est un peu le petit bout de théorie en la vulgarisant évidemment. C'est des ondes carrées, des ondes triangulaires, etc. Expliquer quelle est la sonorité de chaque type de son et ensuite expliquer comment on peut reproduire ce type de sonorité dans un navigateur web à l'aide de JavaScript. Et pour faire ça, pour démontrer comment ça fonctionne, j'ai montré un projet que j'ai développé qui imite ces ondes-là depuis le navigateur, donc avec très peu de lignes de code. Et j'ai interprété à un moment donné un petit bout de la musique de Tetris, où j'avais branché un clavier MIDI sur mon laptop. Et c'est une application web qui récupérait les ordres des touches du clavier et qui les jouait avec des oscillateurs contrôlés par Web Audio, l'API du navigateur. Alors Web Audio, c'est une des API qui ont été intégrées dans le navigateur depuis quelques années et qui est centrée sur la production de sons par le navigateur. Soit on peut jouer des sons qui ont déjà été enregistrés, donc des MP3, des waves, etc. Soit on peut carrément en fait construire des sons à l'aide d'oscillateurs. Donc on va dire joue-moi une fréquence 440 qui correspond à la note La par exemple. Et on peut lui dire le type d'onde que c'est. Est-ce que c'est une onde arrondie, donc en sinusoïdale? Est-ce que c'est une onde carrée? Est-ce que c'est une onde triangulaire? Et en cumulant plusieurs pistes avec des sons de cette nature-là, on arrive à reproduire l'esthétique du son des vieilles consoles des années 80. Alors est-ce que c'est possible de faire un morceau complet dans le navigateur avec cette technologie-là? Complètement. L'enjeu, ça va pas être tellement de comment jouer les sons. Ça, je pense que j'ai montré dans le talk que c'était relativement facile de générer des ondes et de les cumuler pour faire plusieurs pistes de son. L'enjeu, ça va plus être de comment je m'y prends pour composer ce son, pour programmer en fait le navigateur à jouer les bons sons au bon moment et d'en faire quelque chose d'harmonieux, de rythmé, de bien mixer, etc. pour que ce soit agréable à écouter. En tout cas, oui, il n'y a aucune limitation à faire des morceaux entiers qui se jouent comme ça de manière programmatique dans un navigateur. On voit même la possibilité par rapport aux systèmes qui permettent à enregistrer de la musique, des logiciels d'enregistrement de musique. Une des possibilités, c'est de faire de la musique générative, où tu écris un algorithme qui va aléatoirement décider quelle note va être jouée ensuite, quoi. Donc ça, c'est aussi des opportunités que tu peux avoir en pilotant ta musique en JavaScript plutôt qu'en le faisant avec un enregistrement ou des instruments en MIDI. Pas forcément, en fait, tu peux faire des sons beaucoup plus évolués que le 8 bits. En revanche, il existe des types de synthétiseurs qui sont beaucoup plus modernes que les ondes primaires dont je parlais tout à l'heure. Par exemple, il y a un type de musique générative qui s'appelle la FM, donc c'est la modulation de fréquence. C'était ce qui est utilisé notamment dans des consoles comme la Mega Drive. C'est un son assez caractéristique, assez cristallin. On arrivait à faire des sons un peu plus riches, mais qui n'étaient pas encore dans le réalisme. Mais en tout cas, on peut faire des choses très intéressantes avec. Ça, je sais pas à quel point c'est possible, à quel point c'est simple de le faire avec un navigateur. En revanche, vu que tu peux travailler au niveau de l'onde, si tu écris un algorithme suffisamment compliqué, je pense que tu dois pouvoir l'imiter. Et sinon, autre approche, vu que tu peux jouer des sons qui sont des sons enregistrés, rien ne t'empêche de créer un système à base de boucles, ce qui est souvent utilisé d'ailleurs pour la composition ou pour la création de musique de jeux vidéo, où en gros tu as des boucles qui sont en MP3 et tu vas les jouer en succession et mettre plusieurs couches de boucles les unes sur les autres pour en faire un morceau. Est-ce qu'il faut des bases musicales pour faire de la musique 8 bits? Pas forcément. On peut travailler vraiment purement sur l'esthétique en imitant ce que faisaient les compositeurs à l'époque. Là où ça peut aider, en particulier si on reste dans le rayon de la musique 8 bits, c'est pas tant la théorie musicale qui va aider, c'est plus connaître toutes les petites astuces qu'utilisaient les compositeurs pour s'affranchir des limitations techniques. Par exemple, quand on joue sur une Game Boy, il n'y a que 4 pistes de son simultanées, donc on n'a que 4 notes qui peuvent être jouées en même temps. Et sachant que parmi ces 4, on a une qui sert juste à générer du bruit, donc on ne peut pas faire de notes avec ça à proprement parler. Donc quand on veut faire des accords, donc on veut faire plusieurs notes en même temps, c'est vite compliqué, on est vite limité par ce manque de polyphonie. Donc une des astuces qui a été élaborée par les compositeurs de l'époque, c'est de dire pas de problème, mon accord qui fasse 3 notes, 4 notes, 5 notes ou plus, pour simuler cet accord-là, on va jouer chaque note de l'accord en succession très rapide, on va faire une espèce de cycle, et en les jouant très rapidement, l'oreille humaine va avoir l'impression qu'ils sont joués en même temps. C'est un peu le même type d'illusion que ce qu'on utilise au cinéma, juste en faisant 24 images par seconde, on a l'impression d'avoir un mouvement fluide, parce que en fait le cerveau il fait le lien en fait entre chaque image. C'est à peu près un phénomène similaire. Donc non, je dirais qu'il n'y a pas besoin pour faire de musique 8 bits, pas besoin d'avoir de théorie musicale, et je pense même pouvoir étendre ça. Là, c'est pas tant mon avis, parce que je suis pas compositeur, mais je suis pas mal renseigné auprès de compositeurs qui pensent que
parfois ça peut m'être contre-productif de trop s'y connaître en solfège ou en théorie musicale, et que ça peut être juste mieux d'expérimenter, d'avoir un aspect très itératif. Je joue une note, je regarde comment ça sonne, je change de note, je l'accumule avec une autre, je mets un effet dessus pour voir ce que ça donne, et composer comme ça. J'aimerais bien qu'ils retiennent à quel point il y avait des contraintes matérielles sur ces consoles à l'époque, et à quel point les compositeurs ont dû faire preuve d'ingéniosité pour arriver à faire des musiques qui soient agréables à écouter, malgré ces contraintes techniques. Par exemple, le fait que chacun des 4 canaux qui étaient à disposition ne pouvait jouer qu'une seule note à la fois, c'est une contrainte énorme. Pareil, les ondes, elles sont vite rébarbatives, hein, les ondes carrées, les ondes triangles quand on en avait, etc. Et t'as des compositeurs qui ont réussi à faire des choses sublimes avec, en mélangeant 2 canaux par exemple en même temps, en enchaînant des notes de manière rapprochée pour simuler des accords. Donc c'est toutes ces astuces, toute cette créativité qui a pu être employée pour sublimer ces sons malgré les limitations techniques. Autre chose à retenir, c'est que parfois il y a des choses qui nous paraissent compliquées, mais en fait elles le sont pas forcément. Moi, en me renseignant sur la musique de Game Boy, j'ai vu qu'en fait le plus compliqué c'était d'écrire la musique, mais la manière dont la musique était interprétée par le matériel, en fait c'est extrêmement simpliste, c'est très primitif en fait. Je pense qu'aller chercher dans le passé, c'est un bon moyen de trouver ces trucs un petit peu primitifs, qui sont finalement pas si durs que ça à reproduire. Et ce qui va être dur, c'est de faire quelque chose qui sonne bien, en fait, en composant avec ses limitations. Donc si j'ai une référence à donner, en tout cas pour ce qui est des vieux équipements informatiques, et en quoi ça peut être une source d'inspiration, moi je suis très fan de la chaîne américaine qui s'appelle The 8-Bit Guy, qui est un américain, un texan, qui travaillait dans le support technique informatique dans les années 80-90 je crois, et qui aujourd'hui adore analyser les vieux ordinateurs des années 80, type les Commodore, etc. Et il explique comment ça marche, il les restaure parfois, et parfois il fait même des docus où il explique comment les graphismes étaient produits à l'époque, qu'est-ce que les développeurs avaient comme technique pour tirer le meilleur parti des limitations techniques. Donc ça a été une très grosse inspiration pour aller me renseigner sur comment marchaient ces vieux équipements, et donc m'inspirer à faire ce talk. Mais il y en a plein d'autres, il y a des podcasts et des chaînes YouTube qui s'amusent à afficher sous forme de canaux comment était faite la musique de ces consoles-là, et certaines qui spécialisent vraiment sur toutes les petites astuces qu'utilisaient les compositeurs pour faire sonner le mieux ces sons vintage avec des puces électroniques très limitées. Pour me retrouver, je mets pas mal de choses un peu sous forme d'un wiki sur mon site internet qui s'appelle adrienjoly.com. J'ai aussi un compte Twitter dans lequel je poste parfois des actualités ou des choses cool que je trouve sur internet. Mon Twitter c'est @adrienjoly. On peut aussi me trouver sur Blue Sky, que j'utilise de plus en plus maintenant. Mon nickname c'est @adrienjoly.com, donc c'est pareil que mon site web. Et sinon voilà, à partir de ces liens là, tu peux retrouver facilement sur mon compte GitHub les différents talks que j'ai donnés dans le passé, voir le code open source que j'aime partager avec les gens qui s'intéressent au même sujet que moi. Et je voulais aussi ajouter que récemment, on a lancé avec Jérémy Giraud un podcast qui s'appelle le SAV de la tech. Et contrairement à ce que pourrait indiquer le nom, on parle de tout sauf de tech. Le but, c'est d'aider les gens qui travaillent dans la tech à résoudre leurs problèmes non techniques. Par exemple, ça va être des problèmes de mon manager m'avait promis une augmentation mais je l'ai pas eu, qu'est-ce que je peux faire? Notre code il est tout pourri, j'essaie de mettre en place telle bonne pratique mais elle est refusée par l'équipe, comment je peux m'y prendre pour les convaincre? Toutes ces questions qui touchent plus aux soft skills, à la communication, à la négociation, sur lesquelles on est parfois un peu à poil en tant que développeur, on essaye de répondre aux questions que nous envoient les auditeurs et les auditrices, et de répondre à une question par épisode en un quart d'heure. Le tout dans la bonne humeur, avec un ton léger, joyeux, pour dédramatiser la situation. Donc on prend beaucoup de plaisir à le faire, et on espère que de plus en plus de gens se laisseront attirer et apprécieront le format.